C'est ça qui se passe actuellement. Actuellement, le parti néocolonial au pouvoir, ce matin, j'avais encore les plaintes des jeunes professeurs de médecine. Que le parti oblige pour la première fois à aller en campagne. Obligé? Oui, on leur dit que si vous n'allez pas, on va vous mettre dans la liste rouge des opposants. C'est ça. Ça montre à quel point... Ils sont obligés de céder, là. Le RDPC, non. Non, moi je leur dis, vous n'êtes pas obligés de céder. Ça, tu as très bien discuté ça. C'est l'homme en situation, vous choisissez. Ce qui est obligé, c'est le choix. Vous pouvez choisir de ne pas faire ça. J'ai choisi de ne pas le faire depuis plus de 30 ans. Bon, d'accord. Ça m'a coûté une suspension arbitraire. Mais j'ai gagné les procès au tribunal. Le dernier procès en indemnisation n'a pas encore abouti parce que le juge est mort. Mais on attend le nouveau juge. Mais cette suspension m'a appris beaucoup de choses. Je suis devenu autre chose depuis cette suspension. Les difficultés dans la vie ne peuvent être des écoles. C'est pourquoi Mandela dit, je gagne ou j'apprends, je ne perds jamais. Oui. Alors, lorsqu'on observe la scène politique aujourd'hui, à l'approche de l'élection présidentielle, des candidats qui sont retenus, on ne retrouve pas un peu cette classe d'intellectuels. Tous les professeurs ont pratiquement été éliminés à cette course au fauteuil présidentiel. Apparemment, ce n'est pas leur place, la politique. Non, ce n'est pas que ce n'est pas leur place. Dans nos pays, c'est plus que jamais leur place. Ils ne peuvent même pas bien enseigner. Ils ne peuvent même pas du tout enseigner dans la politique et dans cet État. Regardez les effectifs théoriques. Regardez les conditions de l'enseignant. Regardez, vous savez que le Cameroun, Petit Jaco a encore battu un record. Petit Jaco, c'est lui le responsable. Le ministre Jacques Famdongo. A encore battu un record. À la dernière évaluation des universités par le CAMES, le Cameroun est sorti dernier. Tout le pays est dernier et ces universités sont dernières. C'est-à-dire qu'on est derrière les voisins qui hier nous regardaient du bas. Des pays pour lesquels quand tu avais le bac, je crois que jusqu'à votre génération, il y a ça. On se moquait de toi que tu es allé faire le bac dans les pays voisins. Voilà. Oui. Ok. Ils sont aujourd'hui au-devant nous. Hein? Il y a 6 mois ou 1 an, vous savez qu'au concours d'agrégation, on a envoyé, tout le monde a échoué, non? D'accord? Et maintenant, il y a pire. On a même des chefs d'établissement au Cameroun. Ils veulent changer. Regardez les choux. Un chef d'établissement. Oui, l'école de médecine. Le chef d'établissement veut changer de grade. Il échoue. Et à qui la faute? Il n'est pas bien préparé? C'est le pays est dans un état catastrophique. L'enseignement supérieur en particulier est complètement au sous-sol. Le Cameroun qui était, vous savez qu'on nous diplôme. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, je pars d'abord comme résident de chirurgie générale. Comme il n'y a pas de chirurgie générale là-bas, je fais mon stage en orthopédie. Vous savez comment arrive la fête de la bourse pour apprendre l'orthopédie? Non. Ça arrive parce que j'examine un malade, je trouve quelque chose et je dis qui vient pour se faire opérer. Je dis qu'on va pas il n'est pas opérable. Ça fait du bruit. Un vieux patron, le vieux patron leur dit, parce que les autres médecins internes ne sont pas d'accord. Tu dis que toi tu sors pour dire qu'un malade qu'un chirurgien senior a programmé ne peut pas être opéré. Le vieux leur dit que c'est comme ça, ils sont en effet. Ils font, vous faites le diagnostic seulement avec l'IRM et l'écho. Ils font avec le stéthoscope. D'accord? Quand on va faire l'échographie, c'est le patron que c'est trop grave ici. On envoie le malade en cardiologie. Voilà comment j'obtiens la bourse. C'est pour dire le niveau que nous avions. Le niveau qui était le niveau du Cameroun. D'accord? Donc les autres ne parlaient pas là où on parlait. Aujourd'hui, on est les derniers. Et comment est-ce qu'on est donc passé des premiers aux derniers? Et vous dites que à cause de la politique qui est mauvaise, c'est-à-dire qu'on attaque, on détruit les valeurs. Ceux qui enseignent le plus, c'est eux qu'on dérange. Et on dit à tout le monde de ne pas, que ce n'est pas important de travailler. Ce qui est important, c'est de militer.
Des militaires dans le parti. On revient à vous tout à l'heure. On fera un dernier pont avant d'attaquer la position, même la vôtre, relativement à la présidentielle. Bonsoir Jean-Jacques. S'il te plaît, dis au professeur que les Indiens connaissent bien les embouteillages plus que nous. C'est vrai, on n'encourage pas cela. Ce qui se passe en ce moment, Joseph de Kribi, qui semble minimiser le fait que vous condamniez les embouteillages et que cela a pu avoir des répercussions avec les partenaires qui arrivent. Il manque. Moi, j'étais en Inde il y a moins de 6 mois. Moins de 6 mois, oui. J'étais à Hyderabad. J'étais à Delhi. OK? Premièrement. Deuxièmement. C'est un pays très peuplé, mais on ne ressent pas cela. Non, c'est très organisé. Hein? Et il ne se passe pas un mois sans que je n'évacue un malade en Inde et qu'il me rende compte de son évolution. Puisque je dois le suivre avec mes collègues, d'accord? Moi, je ne sais pas où il était au quartier. Je dois dire que dans ce qui est vrai, c'est que les Occidentaux, les gens qui quittent Paris, Londres, pour aller se faire opérer en Inde. Alors, naturellement, il y a de cela quelques jours, le Cameroun, comme le reste du monde, célébrait la paix. Des marches pour la paix ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. Une grande marche a eu lieu hier ici à Yaoundé. Le RDPC se défend d'avoir maintenu notre pays dans la paix. C'est d'ailleurs l'un des points forts évoqués par le renouveau et qui va meubler ce point fort dans la campagne électorale du RDPC. Votre regard, c'est quoi sur la paix au Cameroun? Nous sommes un pays en paix, tel que le disent ceux du RDPC et du renouveau? C'est un énorme mensonge. Et c'est évident. Ce qu'il y a au nord-ouest, au sud-ouest, c'est quoi? C'est une guerre civile en bonne et due forme, qui était prévisible, parce qu'ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué comment? En refusant d'écouter et de dialoguer avec les enseignants et les avocats, peut-être aussi les étudiants en grève. Ça fait 7 ans. La guerre est là. OK? 1500 morts, on donne même les chiffres. Ça, c'est du côté des forces de défense. C'est près de 1500 morts. OK? Du côté des citoyens, c'est pire. Je sais pas, c'est 4 fois plus. On ne peut pas dire que le Cameroun est un pays en paix. L'autre dire, c'est mentir, c'est espérer que on va oublier. Actuellement, on parle là. Boya, moi j'ai des malades à Boya que j'ai opéré la semaine dernière, qui devaient rentrer en fin de semaine, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont arrivés sur le début du Ghost Town. C'est-à-dire que personne n'entre, personne ne sort. Quelle paix? On parle de quelle paix? Pourquoi? C'est-à-dire le RDPC veut nous mentir les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il estime que comme effectivement, nous n'avons pas de problème à Yaoundé, il faut reconnaître ça. Oui. OK? Yaoundé, moi je crois que je répondais au chef de poste de gendarmerie de Chaumois qui m'a envoyé quelques gendarmes me demander si ça allait, s'il était inquiet. Ça fait 15 ans que je suis là. Hein? Ça fait 15 ans que je suis là. Je pense que c'est un quartier paisible. J'ai été cambrié une fois, mais c'était mes propres neveux. D'accord. Bon, ça arrive dans toutes les familles d'avoir des problèmes. J'ai réglé ça en famille, hein, peut-être que bon. Mais je n'ai pas été attaqué une seule fois. Et je n'entends pas les voisins se plaindre. OK? Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la paix à Yaoundé. Mais Yaoundé n'est pas le Cameroun. Il n'y a pas la paix au Cameroun, il n'y a pas la paix à Bamenda. Il n'y a pas la paix à Boya. Il y a les ghost towns tout le temps. Il y a des kidnappings tout le temps. Il y a des morts tout le temps. Et la solution peut il n'y a pas 2 semaines, il y a un gendarme qu'on a enlevé, non? Qu'on a tué, non? C'était un gendarme et un bir, non? Pourquoi ils peuvent le RDP? Vous êtes un acteur. Non. Dis-moi, quel type de RDPC a dit ça de sa bouche? C'est le discours ambiant. Paul Biya, c'est le candidat de la paix. C'est l'apôtre de la paix. Ce n'est pas nouveau. Mais quelle peut être la solution, puisque vous notez quand même qu'il y a des points sur lesquels on ne peut pas dire qu'il y a la paix au Cameroun? Comment en sortir? Non, nous, au Grand Dialogue, nous sommes les seuls qui ont écrit les fondamentalistes du PC, ont édité un document auquel était associé Nki Fridola. On a fait un projet, un plan de paix. Pour nous, c'est tout un plan. OK? Parce qu'il y a plusieurs problèmes à régler. Il y a les amputés de guerre. Il y a les veuves de guerre.
il y a les orphelins de guerre, il y a les prisonniers de guerre. Ça ne peut pas être un truc simpliste comme le truc de Fayengo, qui n'est pas rien, mais c'est trop simpliste. Le désarmement, démobilisation. Oui, c'est trop simple. Les veuves sont où dans ça? Les orphelins sont où dans ça? Est-ce que vous savez que les orphelins de cette guerre-là sont prostitués à 12 ans, à Douala, ou même ici à la mini-ferme? Mais cela interpelle tous les Camerounais, ce n'est pas seulement une voix de l'État. Oui, on ne peut pas dire que ça n'interpelle pas les Camerounais, parce qu'il faut comprendre que fondamentalement, mon enseignement, notre enseignement, c'est que toutes les situations de la vie qui nous affectent, nous en avons une certaine responsabilité. En termes de pouvoir les éviter, en termes de pouvoir les résoudre, en termes de les avoir plus ou moins provoqués ou n'avoir pas vu venir. On ne peut pas dire qu'on... Mais la responsabilité fondamentale est celle d'un gouvernement qui a la malgouvernance dans son ADN et l'arrogance politique. C'est ça l'ADN. C'est-à-dire que les enseignants sont en grève, vous voulez mater la grève sans les avoir écoutés. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Les enseignants anglophones disent que l'anglais n'est pas suffisant, ou bien le français étouffe l'anglais dans les écoles. Pourquoi vous n'écoutez pas? Est-ce que l'anglais n'est pas une langue internationale? Est-ce que le Rwandais n'a pas adopté l'anglais comme première langue, bien que francophone? Est-ce qu'il s'en porte mal? Est-ce qu'il n'est pas présent, ils n'ont pas la présence de la francophonie? Qu'est-ce qui fait que vous n'écoutez pas vos compatriotes? Les avocats sont en grève et ils disent qu'ils veulent le common law. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver un moyen de dire soit on tire au sort, soit que l'accusé, soit que l'accusateur, lorsqu'il est anglophone, on va faire le procès selon... Vous trouvez un truc. On a quand même créé une branche. On n'est pas le seul pays bilingue de la Terre. Oui. Vous pouvez aller regarder ce que fait le Canada. Ok? Vous pouvez aller regarder ce que fait la Belgique. Hein? Nous ne sommes pas le seul pays. Il y a quand même une branche de common law qui a été créée finalement à l'ENAM. Ah, c'est avant ou après la guerre? Après. C'est une solution. Oui. Écoute Jean-Jacques. Oui. Hein? Bon, maintenant on dit que c'est une ébauche de solution. C'est un début de solution qui peut être significatif. Le problème c'est que vous faites des trucs isolés. Il n'y a pas un plan. On a dit c'est un plan qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé d'adopter le plan des fondamentalistes de l'UPC. Mais regardez tous les conflits de la terre, lesquels on n'a résolu par des trucs éparses. C'est toujours des plans de paix. D'accord? Parce que dès qu'il y a guerre, il y a trop de problèmes que l'on ne peut pas résoudre par des actes ponctuels et isolés. Là, il y a beaucoup de problèmes qui vont trouver des solutions à long terme. Ok? La jeune fille prostituée à 12 ans, il faut l'enlever de là. Oui. D'accord? Parce qu'elle est orphelin, parce qu'elle a perdu ses parents. Ok? Il faut l'enlever de là. Il faut peut-être la rescolariser si elle a la tête tranchante. Hein? Ou lui faire apprendre un métier. La resocialiser, c'est long. Ça ne peut pas être fait comme ça. Les gens, les jeunes, dans les trucs de Fayengo, il n'y a que les hommes. Est-ce que vous êtes sûr que la rébellion n'a que les hommes? Et maintenant, quand il sort de là, est-ce que lui peut passer le concours de la fonction publique ou pas? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que lui peut être militaire ou pas? En réalité, c'est un piège pour qu'il sorte, c'est tout. Quand il sort, tout au plus... Il faut un véritable plan de sortie. Sortie ne doit pas se limiter à sortir de la forêt, déposer les armes. Oui, tout au plus apprendre il y a des petits métiers qui sont bidon, ou tout au plus, on lui achète une moto. Qui vous a dit qu'il est condamné? Pourquoi lui doit être seulement motoman? S'il a le cerveau d'un médecin. Est-ce qu'on a réfléchi? D'accord? Profondément, qu'il est sorti, il a quitté la scolarisation à quel niveau? Qu'est-ce qu'il était capable de faire? Comment on fait pour le rattraper? On rétrograde les âges, il a perdu 5 ans. Hein? Peut-être qu'il a 25 ans, mais il était déjà en terminale scientifique. Ok? Il peut devenir ingénieur et spécialement on fait une loi, une procédure qui fait qu'il peut entrer en première année de Polytech avec ses 25 ans. Et on lui donne même une bourse. C'est ça un gouvernement qui veut la paix.
D'accord? Et non pas un gouvernement qui demande au chef d'État de lui donner 1 milliard chaque semaine et il détourne la moitié en route, en bande organisée. En réalité, c'est ça qu'on voit. D'accord. À côté du DDR de Fayengo, l'État a mis en place la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui est une autre approche de solution. Est-ce que vous avez l'impression que cette commission-là, elle aussi, a ajouté quelque chose sur les voies de la recherche de la paix définitive? On ne sent pas ça. Ce n'est pas senti. On voit seulement que on a casé des gens, des leaders qui ont une façon d'émarger là-bas et qui gagnent bien leur vie. Mais dans la vie quotidienne, moi je vous dis... Grosse voiture, garde-corps. C'est tout. Dans la vie quotidienne, dis-moi ce que ça apporte. Ce que vous avez senti. Et, s'il vous plaît, moi tous mes enfants sont anglophones. Presque tous. Mes enfants biologiques, 5 sur 6 sont anglophones. Dès l'école primaire. Et donc, mes meilleurs amis sont anglophones. Donc j'ai une sensibilité particulière avec le monde anglophone. Et mon métier, les meilleurs livres, les meilleurs journaux, les meilleures pratiques sont anglo-saxonnes. Pour cela, vous faites exprès, hein, quand vous interviewez en anglais, vous faites exprès de ne pas répondre. Je lis beaucoup et j'écris, je lis bien et j'écris bien. Oui. Je peux vous dire que mes meilleurs papiers, mes meilleures publications dans les articles, c'était en anglais. Mais écrire et lire ne sont pas pareils. Oui. Parler, c'est l'exercice au quotidien. Au quotidien. Okay? Or, dans le quotidien, je parle trop la langue de Baudelaire parce que je l'aime aussi, elle est belle. Il faut dire qu'elle est belle. Et je la parle beaucoup, par culture aussi. Mais en réalité, je disais que... La commission pour la promotion du bilinguisme, vous dites que vous ne la sentez pas, que c'est une affaire qui a été Moi, je vous défie, si vous caser sentez. certains. Moi, je vous... Elle est comme le Sénat. Elle est comme le Sénat. Elle est comme le Sénat. L'Assemblée nationale vote les lois, critique les lois, conçoit les lois. On sait ce qu'elle fait. Le Sénat fait la deuxième lecture. Est-ce qu'on a vu une deuxième lecture qui a apporté quelque chose ou qui a enlevé une chose des lois de l'Assemblée? D'accord? Je peux donc vous dire, c'est nous. C'est Kodok, c'est la réforme des années 92. C'est l'UPC qui avait proposé le Sénat. Le projet du Sénat, c'était quoi? C'était que il faut un groupe qui aide le président à améliorer de façon significative ses nominations. C'est-à-dire, il est constitué de gens qui ont plus de 80 ans. Oui. En contrepartie, les gens qui sont aux affaires ont moins de 50 ans. On postule que un sénateur par département ou 2 sénateurs par département qui ont autour de 80 ans connaissent tout le monde qui a moins de 50 ans depuis le bas âge. D'accord? On peut donc nommer Jacques Zé très bien. On leur demande, donnez-nous. Vous voulez que Jean-Jacques Zé, il faut pas le mettre là où il y a... L'argent. Par exemple. Par exemple. D'accord? Hein? Oui. Ou bien là où il y a les femmes. Voilà. Bon, ou bien si on le met, si vous le mettez là, monsieur le président, encadrez ça. Parce que il est par contre très intelligent. Le pays a besoin de son cerveau. D'accord. D'accord? Parce que les êtres humains sont comme ça. Ils excellent pour une chose. Ils excellent pour un art. Ils aiment un métier. Mais il a un petit défaut là qui gâte tout. D'accord? Les seuls qui connaissent bien ça, c'est ces gens de 80 ans qui ont 30 ans d'avance sur lui. Oui. Et donc, qui l'ont vu grandir, qui ont entendu parler de lui dans le département. Ok? C'est ça que Kodok et Sende, qui étaient en mission aux États-Unis et au Canada, ont amené, et ils ont amené la méthode. Ils ont dit au chef d'État, aux États-Unis, ils sont votés, au Canada, ils sont nommés. Et le Biya a coupé la poire en deux. Une partie il a dit qu'il va nommer 30 et il va voter l'autre. Mais il a enlevé le rôle. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ok? Hein? On peut donc nommer des gens que l'on connaît, que lui-même définit comme des bandits en col blanc. Voilà d'où viennent les bandits en col blanc de président Biya. Maintenant, il a une seule source. C'est la source policière. Qui vont faire, comment on appelle ça?
Les enquêtes de moralité. Ils vont faire enquête de moralité. Ok? Bon, mais l'enquête de moralité... Avec la corruption. Elle a la corruption. Elle est insuffisante parce qu'elle ne parcourt pas l'histoire. Or, les sénateurs, comme les enfants, ailleurs, là où on a copié ça, ils ont même une banque de ressources humaines de leur département. Et ils savent que dans ce département, en journalisme, Jean-Jacques Zé est ok, et que l'autre est comme ça, en médecine, c'est Njoro. Hein, je vous dis au hasard. Hein. Oui, ça en orthopédie, c'est Mebouins. Je donne par hasard. D'accord? Je ne connais pas vos départements, mais je dis les gens de l'Est, valables de l'Est que je connais. Oui. D'accord? Ils peuvent vous donner ça. Donc ça aiderait, ça améliore la qualité des nominations et donc les résultats du fonctionnement dans un État qui, lorsqu'on le passait au président Biya, avait 700 sociétés. Il y en a moins de 100 aujourd'hui. On a perdu 600 entreprises publiques. Sont tombées en paille. Les Kamchi ont complètement disparu. La Camer, on ne sait pas si elle est dans le coma. Ce qu'elle est devenue la Camer. RIGFECA, Okay. ONCPB, Oui, ONPC, tout ainsi ça. de suite. Et vous ne pouvez pas avoir ça. La ressource, moi je suis un chef d'entreprise depuis temps. La ressource la plus difficile à construire en entreprise est la ressource humaine. Parce que former un homme long est difficile. Et la formation d'un homme complet commence en famille. Ça, l'école ne contrôle pas ça. Maintenant, les autres grosses ressources, les ressources matérielles, c'est les machines. Les ressources financières, c'est l'argent. Hein? Vous avez ça tout d'un coup. En crédit de la Banque mondiale, vous avez l'argent. D'accord. Donc, mais pour former un homme comme vous, Jean-Jacques Zeko, le pays, regardez ce que le pays a mis pour vous au lycée. Vous avez le profil d'un type qui a fait ou un bon lycée, ou un collège privé de type vôtre. Regardez les ressources que l'État met. Hein? Après ça, l'État met les universités. Hein? Comment c'est long, c'est difficile. oui. On ne peut pas gaspiller ça. Ok? Et donc, je conclus que pour moi, la commission... La commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ne sert à rien, tout comme le Sénat, son rôle a été finalement dévoyé, il est sorti alors que les gens sont allés en mission voir et prendre le modèle pour amener au Cameroun ce qu'on a produit. Vous dites que ça ne sert véritablement à rien. Bonsoir Jean-Jacques et à son invité. La paix ne se décrète pas, elle se construit avec des hommes intègres et patriotes pour le développement du pays. Malheureusement, certains partis comme le R, au lieu de promouvoir le social, sont englués à la gouvernance du pouvoir afin de phagocyter les autres, comme celui du professeur ou le Pondol a vu son crabe divisé parce que certains, au lieu de prôner l'idéologie politique, ont plutôt couru vers la marmite du code pyromane d'Etoudi. Comment ferez-vous pour sortir de cette cacophonie sans subir l'influence du grand rassemblement? Là, on le ridicule Massok Thomas qui envoie ce message. Bonsoir, professeur. Il me semble que votre thématique est discriminatoire. Vaut mieux dire l'appel, non, on n'est pas en train de parler de cela. Voilà, bonsoir, prof. Apôtre de la paix, mendiant de la paix, sont les slogans qui sied à son auteur parce qu'on ne peut pas, on ne peut mendier que ce qu'on n'a pas et qui maintient dans la souffrance. C'est de Gonzague du côté de Bali qui a envoyé ce message-là. Maître Eyuko Roger, il dit bonsoir en particulier au professeur, s'il te plaît. Dis-lui que la fille qu'il était venu à Maniaï pour son neveu, j'attends encore le reste. Mais je l'aime toujours. Vous n'avez pas fini avec votre neveu à Maniaï, vous n'avez pas terminé la dot, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais aller reprendre ma fille. Je voudrais en doute préciser qu'une filière de la Common Law a été créée à l'ENAM, on l'a dit, et une section de la Chambre judiciaire de la Cour suprême où seuls les magistrats spécialistes en la matière officient. Très bonne émission, Maître Eyouk, qui est avocat ici à Yaoundé. Transmettez mon bonsoir au brillant professeur, vigilant, honnête et ferme. Depuis que nous parlons de dialogue de paix au Cameroun, il y a un plan. Il a été pris en compte ou évalué, a-t-il été pris en compte ou évalué sur le grand dialogue? Les recommandations ont-elles été exécutées? Révérend
depuis Garoua qui pose des questions, notamment sur la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Est-ce qu'il y a eu exécution effective de ces recommandations? Professeur, la question fondamentale s'est affichée, présidentielle 2025, pour qui voter le 12 octobre, depuis que votre candidature n'a pas été validée? Est-ce que vous vous posez cette question? Je me pose la question sous une autre forme. Au lieu de cette question, la question c'est que nous devons savoir que en toute chose, tous les actes que nous posons, il y a ce qu'on appelle la méthode. En industrie, on appelle ça le procédé. Oui. Dans la cuisine, on sait que pour faire un bon dolé, il faut le dolé lui-même. Il faut du sel. Il faut ainsi de suite, il faut des choses. Oui. C'est comme ça cette question-là. Quel candidat soutenir? C'est ça la question. La première question. Et quelle est la méthode pour trouver le bon candidat? Nous, il faut savoir que il y a les leaders qui parlent là dehors, il y a beaucoup. C'est la corruption. C'est-à-dire qu'un candidat distribue des enveloppes. Et c'est sur la base de cela. Il y en a d'autres, c'est léger. Il faut trouver les critères. Avant de parler de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les candidats qui avaient mon profil et qui pouvaient apporter un changement radical, important. Les candidats à la rupture, totalement, oui. Disons que pour être modeste, on va dire, qui avaient l'intention, ont été écartés. On ne va pas entrer dans le débat de la justice de cet écartement ou pas. Okay? On observe seulement que les candidats qui pouvaient radicalement changer. Et c'est quoi le critère pour changer ce régime néocolonial dont nous sommes tous victimes, y compris eux-mêmes? Il ne faut pas croire que les gens du pouvoir ne sont pas victimes du système néocolonial. Moi, je regarde tous mes amis. Il y a quelqu'un qui me disait, Pierre, l'un de mes aides opératoires, Pierre, il me disait ce matin, ton problème c'est que tu n'as pas goûté avec eux. Parce qu'on s'étonnait comment leur vie est comme ça. La plupart de mes collègues, de même génération, ils ont une vie épouvantable. La question c'est que le pouvoir néocolonial gâte les hommes. Les gâte et peut-être avec leur descendance. Et donc ils ne sont pas heureux là, c'est une parenthèse. Je dis donc, c'est une parenthèse. Pour dire que nous tous on est victimes du système néocolonial. Oui. Ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas seulement des opposants durs. Et que le problème c'est que il faut quitter le système néocolonial. C'est-à-dire nous avons une gouvernance et un pays qui n'ont rien à voir, qui sont à l'antipode de ce que les pères fondateurs ont pensé pour nous. Et que les tenants de ce régime eux-mêmes sont malheureux et parfois plus malheureux que nous qui avons eu la chance de résister. À partir de ce moment-là où on n'a donc pas ce qu'on va appeler les progressistes qui pouvaient changer le pays. On les a écartés. Et c'est eux qui ont été écartés, parmi lesquels vous d'abord, qui d'autre? MK. Maurice Kamto. Oui. Vous pensez qu'il est progressiste? Oui. Qu'il pouvait amener la rupture? Je vais vous dire les critères. Oui. Les critères pour pouvoir changer le pays. Un, il faut y croire. Deux, il faut avoir un passé. Du contraire, on peut l'appeler ça, les passés douteux. Il ne faut pas avoir un passé qui est catastrophique. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu portes trop de casseroles. Oui. Il n'y a pas de personne saine sur cette terre. Mais il ne faut pas que tu sois englouti. Trois, il faut que tu aies fait tes preuves. Ailleurs, avant la gouvernance. Et à un haut niveau. OK? À commencer par le niveau, essentiellement, dans le niveau du parcours personnel pédiatrique. Tu as appris un métier. Un homme qui n'a pas appris un métier
même dans l'OTA, on ne peut pas dire qu'il est sérieux. Il faut que tu aies créé une famille.